19h30, heure de la principale édition d'information sur TVS. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus et surtout merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. Nous ouvrons ce journal avec le social des décharges à ciel ouvert propice à la prolifération des microbes et de la propagation des pathologies, voire épidémies. Tel est le constat amer qui peut se dégager dans la capitale gabonaise. Le tour du propriétaire avec Arnaud Mbabekong. C'est une véritable décharge à ciel ouvert qu'est devenue la capitale gabonaise, une ambiance d'insalubrité qui surprendrait tout touriste en visite pour la première fois à Libreville et ayant entendu parler de Libreville la belle. À chaque coin de rue, les montagnes d'ordures offrent l'image d'une capitale poubelle. La présence de ces tas d'immondices non collectionnés durant des jours témoigne d'un dysfonctionnement perceptible dans la collecte. Un état de fait qui perdure en devenant de plus en plus inquiétant eu égard aux dommages pour la santé que cela pourrait provoquer, parce que la quasi-totalité des quartiers sous-intégrés étant touchés. Ces ordures non seulement sont favorables à la prolifération des microbes, mieux encore, constituent le cauchemar pestilentiel des riverains attenants. Sur ce phénomène qui perdure, les autorités gouvernementales, notamment le ministère de l'Intérieur, justifiaient dans un passé récent la recrudescence des dites ordures par l'inaccessibilité de l'entreprise Averda à la décharge de Mindoumbé due à la forte pluviométrie. Il est donc à se demander aujourd'hui si cette question justifie encore réellement les faits observés à nouveau dans la capitale gabonaise. Mais la présence par intermittence des camions d'Averda montre que la difficulté semble ailleurs et elle se logerait dans l'engrenage gouvernement, municipalité et l'entreprise Averda qui ne fonctionnerait pas bien et les difficultés financières s'entremêlent dans cette collaboration tripartite. Scénario inacceptable et insoutenable dans une ville en pleine mutation. Les fournitures scolaires abondent déjà sur les étals des commerçants, occasion propice pour les parents de s'acquitter de leurs devoirs. Et notre équipe de reporters s'est rendue du côté de la gare routière pour s'enquérir de la situation. Reportage mise en image par Régis Sakumba. La rentrée des classes pointe à l'horizon. Pour ce faire, les commerçants étalent déjà leurs marchandises. Ici, sacs, gourdes, cahiers, colle, stylos, tous les accessoires inhérents aux trousseaux scolaires sont réunis pour accompagner les élèves. Cependant, le constat fait est que certains parents attendent toujours la dernière minute pour se bousculer devant les rayons, alors que pour l'instant, tout est encore libre et les prix sont à la portée de toutes les bourses. À cet effet, certains commerçants pratiquent déjà une réduction pour attirer la clientèle au maximum. C'est normal de payer avant, parce que plus la rentrée elle est proche, plus les prix augmentent. Donc il est préférable de profiter, parce que là les prix sont encore bas. Tu peux prendre un paquet à 1000 francs, mais lorsque la rentrée sera vraiment là, ça va augmenter de 500 ou 1000 francs de plus. Donc je conseille aux parents d'élèves de commencer déjà à faire les achats avant que la rentrée elle-même ne soit là et que les prix augmentent. Les commerçants saisissent cette opportunité pour interpeller une fois de plus les parents d'élèves à accomplir leurs devoirs. Je conseille les parents de venir faire les achats maintenant, dès maintenant, pour ne pas attendre la rentrée pour venir se bousculer ou se mettre en rang pour acheter les fournitures. C'est mieux de venir maintenant. Là, ils ont des super prix, des bons prix qui pourraient être à la portée de tout le monde. C'est juste le conseil que je peux leur donner là, c'est de venir faire les achats dès maintenant. Et le conseil que je peux donner aux parents d'élèves, c'est déjà de se précipiter pour le moment. Et déjà, en cette période-là, nous avons des réductions que nous offrons aux parents. Et déjà aussi au niveau de l'affluence, elle est moins actuellement. Et je les encourage beaucoup à penser déjà maintenant. Parce que déjà quand le moment arrive, il y a tellement d'affluence ici même au marché. Il n'y a plus vraiment... En fait, c'est-à-dire ils gagnent aussi en temps. Il serait temps que chaque parent s'aménage en fonction de son revenu, étant donné que la marge de manœuvre a été prolongée à cause des élections couplées du 6 octobre prochain. À la gare routière, nous y restons pour parler cette fois-ci de livres d'occasion où certains parents qui, pour justifier le manque de moyens financiers, sont contraints de recourir aux livres d'occasion. C'est ce que nous rapporte ici Oltman Aldomabunda dans ce reportage que nous vous proposons de suivre. Gare routière, lieu considéré comme étant le plus fréquenté de la capitale gabonaise par certains, reste sans doute un endroit où chacun peut trouver son compte en termes d'achat. Ici par exemple,
nous avons la vente des livres scolaires d'occasion préférés à ceux vendus dans des librairies. À la seule différence, ne bénéficiant pas du même cadre en matière de vente. Il est tout de même important de signaler que de nombreuses personnes se dirigent automatiquement dans ces librairies, certes dites anarchiques, mais qui aident bon nombre des parents d'élèves à faible revenu. Faisant la comparaison entre les grandes librairies et la gare routière, nous constatons heureusement ou malheureusement que c'est le même contenu dans les livres, mais les prix sont différents. Ici à la gare routière, vous pouvez négocier un prix, par contre à la librairie, vous ne pouvez pas négocier le prix. Ici, c'est à la bouche de tout le monde. Voilà, donc c'est favorable à toutes les couches sociales. C'est la raison pour laquelle les parents diminuent comme nous autres, nous venons ici à la gare routière. Ces vendeurs sont les bienvenus pour nous, les parents amoindris économiquement. C'est la bienvenue. En tout cas, nous pouvons que saluer leur initiative. Les seules inquiétudes sont celles de savoir si ces commerçants font dans la légalité, c'est-à-dire reversent la contribution exigée par les collectivités locales et par quel processus obtiennent-ils le matériel revendu par la suite. Un vendeur de livres nous renseigne. La provenance de tous ces livres-là, bon, nous ne les volons pas et puis on n'achète pas les livres volés. Ces livres échangés par des clients qui viennent, ils échangent des livres. Bon, le reste qui reste, ils disent, ah, mon fils, l'enfant, comme l'enfant n'est pas plus à telle classe, soit à l'université, j'aimerais vendre ces livres parce qu'on paie les livres aux parents, pas aux enfants. Maintenant, la majorité, c'est des livres échangés. Un peu ça. Parce qu'ils viennent à la gare routière pour acheter des livres, qui ne craignent rien. Ils n'ont rien à craindre parce que sinon on ne vend pas des livres volés. Parce que quand vous prenez un livre, on peut même vous garantir que si vous avez quelque part et qu'on se plaint, revenez seulement chez nous. Parce que nous ne sommes pas des vendeurs vagabonds, nous ne sommes pas des vendeurs ambulants, nous sommes sur place. Et ça, c'est les places de tout un chacun. Donc chacun reconnaît sa place. Cette activité qui vient soulager les efforts des parents d'élèves qui pensent qu'acheter ces livres dans des librairies appropriées serait chose compliquée, surtout en cette période de tension financière. Mais n'en demeure pas moins que la réussite de leurs enfants soit un cheval de bataille malgré leur situation sociale. Rien à voir avec ce qui précède, l'opinion publique fait l'observation générale qu'un pourcentage considérable des jeunes se portent candidats aux élections couplées du 6 octobre 2018. Un engouement que nous félicitons, mais qui, somme toute attente, nous laisse perplexes quant aux motivations de ces derniers. C'est ce qui ressort de ce reportage que nous propose Fouti Boulanga Moulika dans ce reportage. Soucieux de contribuer au développement socio-économique du Gabon, les militants jeunes des partis politiques âgés de 18 à 40 ans joueront un rôle actif pendant les élections conjointes du 6 octobre prochain, contrairement aux années antérieures durant lesquelles on les identifiait à des porteurs de mallette pour leur hiérarchie politique, tant ils restaient en marge de la prise de décision. Ces jeunes militants, ayant officiellement déclaré leur candidature, avoisineraient les 30% de participation, contrairement à ceux-là qu'on pourrait qualifier de baobab politique. En effet, un tel engouement de cette catégorie de candidats nous laisse perplexes. Est-ce une application des recommandations liées au dialogue politique d'Angondje? Ou peut-être est-ce l'expression d'un ras-le-bol exprimé par la jeunesse, longtemps écartée de la gestion de la cité? Ou peut-être encore, c'est la prise de conscience volontairement exprimée par ces leaders politiques sous le prisme du passage de témoins. Fouti Frateri Martial, un de ces candidats jeunes, surnommé 2FM, nous apporte un élément de réponse. Effectivement, j'ai une motivation. C'est d'abord l'amour et l'attachement que j'ai pour mon village. Et je pensais que je suis modestement capable d'apporter ma pierre à l'édifice quant à la construction. Mon parti s'appelle les démocrates. C'est toute une démocratie au sein de mon parti et qu'on n'investit pas pour investir. Il y a eu des appels à la candidature et parmi ces appels à la candidature, j'ai été retenu. Donc voilà comment j'ai été investi par le Parti des démocrates. Et je suis secondé, puisque je suis jeune, on a voulu qu'il y ait une paire jeunesse et sagesse. Voilà pourquoi on a bien voulu que je sois accompagné d'un monsieur très responsable, sage et bien évidemment, comme on le dit, vieux. En fin de compte, quelles qu'en soient les raisons, nous ne saurions ne pas les encourager. Et surtout, nous félicitons ces partis politiques en phase avec les enjeux du moment. Ces candidats jeunes dits de la transition annoncent la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère qu'apportera cette 13e législature.
En politique, nous y restons. 5 candidats du département de Logulu à Mimongo se bousculent du côté du premier siège pour l'Assemblée nationale. C'est le constat qui se dégage après la publication des candidats par l'organe habilité. Euphrem Biogezo, Moscone Ngonba, reportage. Je veux le faire, on va dire, en langue. Il y a une vis Mimongo, à Mourmoine, nous dit à Tumbeb. Il y a un gimi pas comme Mourmoubeb. Mais si tu veux nous, on a besoin nous, gol barma go ben ina seulement député Mimongo. Man moine, ma sawa mutu wit furen. Man bana benu banami, di wit sans mambu, binunu basupura baka basarungul. Yetu bana bau, di wana bena bongo makwanga ina, manga wewe nivel. Anye aziko Mimongo. Mete mwane wanyo ngembe ambio mwana mikombe mejata yata mobebe na vikae bakono ndambe zeponime tungapi ako uzanja mabe komema manye bunja peje ziongwa we ane tusabika beto bika kujo wangu tupika uwede yangu anye peje jazo no ba uchina dambije kandeke aziko mbuka ya kazo menamani zeponiteme yo abotene metengembe ambio mone wanyo nombio koti romo mabegome mazajote tideo namen. Vous l'aurez bien compris, 5 candidats sont à la conquête du Graal dans le département de Logulu, le premier siège à Mimongo, dans le cadre des élections législatives à venir. Parmi ces poids lourds se positionne un jeune pousse aux dents bien aiguisées, prêt dans des courses sur le terrain avec ses adversaires que sont Santurel Ngoma Madungu, du Rassemblement Héritage et Modernité, et le docteur Stéphanie Loko, candidat du Parti démocratique gabonais, et bien d'autres, pas comme Idiata Ngimbi, candidat de l'Union du Progrès National, devrait être a priori un outsider à prendre très au sérieux. L'homme prône la rupture avec les méthodes du passé. Depuis que, on va dire, le PDG est au pouvoir, depuis 1996, Mimongo a reculé de plus de 50 ans. Et pour moi, je suis révolté, au même titre que beaucoup de jeunes comme moi, parce que je ne suis pas seul. Je me suis levé ici sous la bénédiction de la jeunesse, des jeunes de ma génération, et même de certains hommes âgés qui ont dit trop c'est trop, il faut que les choses changent. À l'instar d'autres régions du pays, le département de Logulu n'est pas à l'abri du besoin. Les populations vivent dans l'abandon total, éloignées des canaux de développement, non pas faute de cadre, tout simplement que ceux-là qui sont censés représenter les populations à l'Assemblée nationale n'étaient pas à la hauteur des attentes du peuple. Malheureusement, il y avait, moi à sa place, j'aurais carrément décliné l'offre parce que c'est un cadeau empoisonné. Les populations sont victimes du PDG et donc les gens ne sont plus dupes. Vous prenez le cas de celui de la modernité, M. Santurel Ngoma Madungu. Mon Dieu, moi à sa place, j'aurais même fui Mimongo. Ce monsieur a été pour de 11 ans ministre au compte du PDG, tenez-vous bien. Il a eu 2 ou 3 mandats à l'Assemblée nationale, donc investis par les populations de Mimongo, avec beaucoup de fausses promesses. Aujourd'hui, il est opposant, il revient, et là-dedans, sans compter les problèmes de détournement des fonds, tout ça, les fêtes tournantes. Moi, à sa place, j'aurais dit non. Et les populations l'attendent à pied ferme, ils savent que ce monsieur a bluffé tout le monde. Donc, moi, je n'ai pas peur. Je suis vierge politiquement. Je ne viens pas pour promettre les gens. Je sais que je n'ai pas d'argent comme ces gens. J'ai dit aux populations, mangez l'argent de ces gens, c'est votre argent, c'est l'argent des contribuables. Votez utile, c'est voter par communautaire parce que je viendrai travailler avec eux. Tous mes projets seront, on va dire, liés à la vie de ces personnes. Eux, ils vont me proposer des choses à faire avec les petits moyens qu'on pourra avoir. Et sans compter, je vous ai dit, mon candidat adresse, moi, en ma qualité de journaliste. Et je vous dis, je ne compte pas forcément sur l'État pour changer les choses à mon niveau. Avant la dite épreuve prévue au mois d'octobre prochain, pas comme Idiata, candidat investi par l'Union du Progrès National, devrait aller à la rencontre de son électorat dans les prochaines heures.
Place à présent l'actualité hors de nos frontières. 5 ans après le début de Dieselgate, Volkswagen se retrouve devant un tribunal allemand pour un procès sans précédent. Les actionnaires réclament 9,5 milliards d'euros au constructeur automobile. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Volkswagen face à ses actionnaires. Devant la justice allemande, plus de 3500 investisseurs accusent le constructeur allemand de leur avoir menti jusqu'à la dernière minute. Selon eux, la direction de Volkswagen savait dès 2008 que ces moteurs diesel annoncés comme révolutionnaires ne répondaient pas aux normes anti-pollution américaines. Des performances insuffisantes qui auraient poussé le constructeur à installer un logiciel pour fausser les résultats. Lorsque l'information est révélée par l'Agence américaine pour l'environnement en septembre 2015, le cours de l'action s'effondre de près de 40% en à peine 48 heures. Les investisseurs estiment avoir été floués. Ils réclament plus de 9 milliards d'euros en dommages et intérêts. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si les investisseurs qui ont perdu de l'argent dans les actions et les obligations de Volkswagen et de Porsche recevront des dommages et intérêts. Parce que Volkswagen a informé le marché financier trop tard. Ils ont omis des rapports, publié de faux rapports et également publié de faux rapports annuels. La direction de Volkswagen explique n'avoir eu connaissance de l'installation du logiciel frauduleux qu'à partir de 2015, date à laquelle elle en a informé le marché. La firme se défend d'avoir fait courir un risque inconsidéré à ses investisseurs. Selon nous, la seule question est de savoir si Volkswagen a rempli ses obligations d'information envers ses actionnaires et le marché des capitaux. Nous sommes convaincus que c'est le cas. Ce procès devrait permettre de déterminer la chronologie des faits et de désigner les responsables de la tricherie au sein du groupe. Il devrait en découler une série de procédures qui pourraient coûter cher aux constructeurs allemands. Dans cette affaire, Volkswagen a déjà déboursé plus de 27 milliards d'euros. Retenez toutefois utile que les actionnaires réclament 9,5 milliards d'euros aux constructeurs automobiles. Mais du côté des États-Unis, on a décidé de fermer le bureau de la représentation palestinienne à Washington. C'est une nouvelle mesure de rétorsion contre une direction qui refuse obstinément de parler avec l'administration Trump. Nous retrouvons nos confrères de la presse internationale. Au siège de l'Organisation de libération de la Palestine à Ramallah en Cisjordanie, Oussam Zomlot ne décolère pas. Le représentant de l'OLP à Washington vient d'apprendre que les États-Unis ont décidé de mettre fin à sa mission diplomatique. Il dénonce une dangereuse escalade de la part de l'administration Trump. La décision américaine a pour but de couvrir les crimes de guerre d'Israël, les crimes contre l'humanité qu'Israël commet dans les territoires palestiniens occupés et de démanteler le système judiciaire international et les mécanismes du droit international. Ce sont les démarches palestiniennes qui ont pour but de faire juger les dirigeants israéliens par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre qui expliquent cette nouvelle mesure de rétorsion. Une décision de plus qui s'ajoute à l'annulation fin août de plus de 170 millions d'euros d'aide bilatérale, à l'arrêt du financement de l'UNRWA, une agence de l'ONU qui intervient auprès de millions de réfugiés palestiniens, et à la suppression il y a 2 jours d'une aide de plus de 20 millions d'euros à des hôpitaux palestiniens, bien que la situation de certains patients y soit déjà critique. Le problème, c'est qu'on n'a pas de travail. Nos enfants, nos maris n'ont pas de travail. Il n'y a qu'en Israël qu'il y a du travail. Mais c'est difficile d'aller là-bas. On n'a pas d'autorisation. Le président palestinien Mahmoud Abbas a gelé toute relation avec l'administration Trump depuis la reconnaissance en décembre 2017 de Jérusalem comme capitale d'Israël par Washington. De retour à Libreville et avant de nous dire au revoir, votre rubrique Expression libre à présent. Voici la question qui vous a été posée. Combien de parcs nationaux compte la province de la Nyanga? Lesquels sont-ils? Les éléments de réponse au micro de Fouti Boulanga Moulika face à la caméra de Vitalis Komba. Vous n'avez aucune idée des parcs nationaux qu'il y a dans la Nyanga? Non, pas que je sache. Moi je pense qu'il y a peut-être 2. Hein. Lesquels sont-ils? Dans la province de la Nyanga. Ah, moi je ne connais pas. On trouve dans la province de la Nyanga. Là, sincèrement, peut-être un seul parc. Hein. Et selon vous, c'est lequel? Je n'ai aucune idée, mais sauf que je sais que
Sur le plan national, nous avons 11 parcs nationaux. Je ne connais même pas. Hein. Je n'ai aucune idée sur ça, papa. Sans vous mentir, je ne suis pas informé. Ok. Combien de parcs vraiment pas aucune idée. De parcs nationaux y a-t-il dans la province de la Nyanga? Dans la province de la Nyanga, il y a 2 parcs nationaux. Lesquels? Bon, le nom, je ne connais pas vraiment, mais je sais qu'il n'y a que 2. Apparemment, aucune idée. Hein. Parce que déjà, même au départ, on ne nous informe pas ça et puis on ne nous informe pas à tout moment pour qu'on puisse comprendre, on puisse savoir. Donc, de temps en temps, si on peut toujours nous rappeler, ça nous fera du bien. Pour ceux qui l'ignoraient encore, la province de la Nyanga compte 2 parcs nationaux, à savoir Mukalaba Doudou et le parc de Mayumba. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. Les cadres étaient assurés par Vitalis Kumba et la réalisation, l'incontournable David Mitola. Merci pour votre fidélité. Bonne nuit chez vous et surtout bonne continuation sur les programmes de TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.